Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons DJF Audebert, journaliste, éveilleur de conscience et écrivain, avec lequel nous allons évoquer les liens de sa vie, les liens utiles et surtout l'utilité des liens qu'il partage avec nous au travers de son livre QU, Quotient d'utilité, aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour DJF. Bonjour Delphine, c'est si bien introduit, je reste sans voix. Voilà, je te présente Yann. Bonjour Yann. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. En couverture, on comprend que tu as abordé tous les sujets de la vie, entre autres la société, le travail, le sexe, la famille, l'école. Peux-tu nous raconter où tu as grandi ? Alors j'ai grandi dans le 93, le 9-3 comme on dit maintenant. Au Pré-Saint-Gervais plus précisément, pas très loin de comme disait un film où Laurent Lafitte était un des héros, c'est de l'autre côté du périph. Et voilà, mais bon, je suis parti assez vite. Enfin, dès que j'ai pris conscience qu'il y avait que l'herbe était plus verte ailleurs, parce que je suis parti un petit peu plus. J'ai passé le périph et je suis parti plus vers Paris, même si j'avais, en tant qu'animateur de centre de vacances, eu beaucoup l'occasion de m'éloigner, de m'échapper de Paris déjà avant. Tu gardes des bons souvenirs de cette époque ? Mitigé, parce qu'en fait je sais pas pourquoi, mais c'est lié à des choses agréables et puis à des choses un peu moins agréables, donc j'entrerai pas dans les détails là de mon enfance, mais mitigé, mais avec des éclats de rire, des choses très sympas et puis des choses un peu moins sympas. Tu gardes des liens avec des copains d'école ? Pas du tout. Alors c'est incroyable parce que ce qui se passe au Pré-Saint-Gervais reste au Pré-Saint-Gervais, comme on dit à Ibiza. Et j'essaie de pas me tromper, mais je n'ai jamais recroisé des gens du Pré-Saint-Gervais, je crois, si ce n'est mes parents évidemment, qui eux y habitent toujours. Quand j'y vais une fois tous les pas très souvent, et une fois pas très souvent. Alors ce qui était drôle, c'est que c'était peut-être une sorte de référence comme ça à ce qui s'est passé après, parce que il y avait quelques stars, ça s'appelait, donc c'était un peu un îlot privilégié dans cet endroit qui était le Pré-Saint-Gervais, ça s'appelait la Villa du Pré, donc, et donc c'était des maisons particulières. Donc ma grand-mère en avait une, on habitait avec ma grand-mère dans donc on partageait un grand pavillon comme ça, mes parents d'un côté et mes grands-parents de l'autre, avec deux entrées distinctes, et dans cette villa du Pré-Saint-Gervais, il y avait pas mal de personnalités qui sont venus habiter ou qui ont habité, dont Chouchou et Loulou, donc Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Bon, je vais pas tous les citer parce que après il y en a qui habitent toujours, donc du coup voilà, mais il y avait pas mal de stars. Il y avait Jean Galfione, il y avait pas mal de stars qui habitaient dans ce petit îlot de paix et de verdure qui ne l'est plus vraiment. D'accord. Donc du coup t'es vite parti à Paris pour faire tes études ? Du coup, je suis pas parti malheureusement à Paris pour faire mes études parce que j'ai fait très peu d'études. Je suis quasiment issu de la rue. Non, je suis parti à Aubervilliers pour jusqu'à Maslon que j'ai redoublé. C'est vraiment pas bien. Hein. Et ensuite, je suis allé dans le 19e arrondissement, donc là du coup de l'autre côté du périph', mais côté Paris, pour la première et la terminale. Et ensuite, j'ai fait par le plus grand des hasards, j'ai été pris, je sais pas comment encore, dans un DUT dans le 16e arrondissement. Le seul UT de Paris, donc 2500 candidatures, 23 places, et voilà, donc là c'était un peu le miracle. D'ailleurs j'étais même pas pris au début parce que j'étais sur la liste d'attente, il y en a un ou deux qui ont dû se casser la jambe, et du coup j'ai été sur la liste définitive. Un DUT de quoi ? Carrière de l'information, option publicité. Ah oui, donc. Mais j'ai fait qu'un an. Donc assez vite quand même une envie de t'orienter vers les médias. Un total hasard quoi, ouais. Ouais. Un total hasard, ouais.
Comment est-ce que tu es devenu journaliste, en fait? Ah bah c'est alors là, il nous faudra toute la nuit, la journée. Mais en gros, pour aller vite, je suis d'abord rentré par le plus grand des hasards comme assistant de reportage. Avant ça, j'avais essayé quand même d'écrire un petit peu. J'avais une émission de radio sur une radio qui s'appelait Info Première Réussir FM, qui était basée à Nation. J'avais une émission le dimanche matin qui s'appelait Générique. Sur le cinéma, où j'ai reçu quand même des gens incroyables. Je me disais, mais comment j'arrivais à faire venir comme ça les gens le dimanche matin en direct à la radio? J'avais 3 assistantes magnifiques qui m'aidaient aussi un peu, et surtout qui les faisaient rester un peu plus longtemps. Après, on se buvait des coups, c'était très sympa. Et puis et ensuite, donc je suis rentré comme technicien. J'étais pas du tout technicien, mais j'avais déjà une petite gouaille et j'avais réussi à persuader des gens que j'étais fort en technique parce que je cherchais un job et je suis rentré comme assistant de reportage sur les journaux télévisés. Donc TF1 et c'était TF1 et Antenne 2, c'était encore Antenne 2 à ce moment-là, j'étais très jeune. Et du coup, j'ai été assistant et j'accompagnais les équipes de reportage en conduisant la voiture, en faisant de la lumière, un peu de son de temps en temps. Et sans y connaître que dalle au début, enfin c'était vraiment de l'esbrouf. Et, et d'ailleurs j'ai eu peur de louper mon premier reportage sur les bateaux mouches où il fallait que je fasse le son, alors que j'avais jamais vu un micro de ma vie. Donc je suis arrivé le matin, j'ai pris un technicien avec un micro à part et je lui ai dit tiens tu peux me montrer les micros? Il m'a dit oui c'est ça, je vais te les montrer les micros. Bon il m'a pas dénoncé, c'était cool. Donc j'ai fait les sons pour le premier reportage qui est passé aux 13h sur Antenne 2 et c'était un sujet sur les bateaux mouches. Et puis ensuite, à force d'accompagner ces journalistes, je me disais tiens, ils me posaient souvent des questions un peu stupides, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et je me suis dit mais dis donc, vu le niveau qu'ils ont, tu pourrais peut-être faire aussi bien. Mais le problème c'est que j'avais pas fait d'études et ils en avaient fait beaucoup. Et donc j'ai été manger le cerveau d'une des directrices du CFJ à l'époque, Centre de formation des journalistes rue du Louvre, et qui a eu pitié de moi, mais qui m'a dit écoute je peux rien, parce qu'il recevait toutes les offres d'emploi et à ce moment-là il y en avait beaucoup de tout le monde, et vu qu'il y avait beaucoup d'élèves journalistes, le CFJ les donnait je l'ai jamais raconté nulle part ça, hein, à part à des amis. On a une exclusivité, c'est merveilleux. Et donc il m'aimait bien et il m'a dit non mais écoute je peux pas te donner les offres d'emploi, mais si regarde j'ai déjà écrit quelques petits articles pour le cinéma, oui mais bon à la rigueur, si tu faisais un stage chez nous au CFPJ, Centre de formation professionnelle des journalistes, qui sont des stages assez courts, tu te le sais financer, je pourrais peut-être t'aider. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai fait un stage de JRI au CFPJ, prise en charge par l'AFDAS, et donc c'était à Montpellier. Ils avaient une antenne à Montpellier et j'ai fait ça. Et puis ensuite ça s'est très bien passé. Tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est un JRI? Centre de formation des journalistes. Et un JRI, journaliste reporter d'image, pardon. Ouais, merci. Et juste après, donc après ce stage où je partais avec ma voiture, c'était vraiment super. On présentait notre sujet le matin, comme une conférence de rédaction. Enfin, c'était une conférence de rédaction parce qu'on travaillait aussi avec les gens de France 3 région, qui d'ailleurs, quand on revenait le soir, montaient nos sujets et les présentaient comme si on montrait notre journal, notre sujet le soir au journal régional, et en nous critiquant. Donc c'était vraiment super. Et le matin, donc on partait après la conférence de rédaction. On avait exposé notre sujet. On partait avec notre pied de caméra, notre voiture, et on partait faire notre sujet, interview, notre lumière. Donc c'était juste très formateur. Voilà, bref, ça s'est bien passé. Au bout de 3 semaines ou un mois, je sais plus, ou 3 semaines, je suis revenu retaper à la porte du CFPJ et je lui ai dit ça y est, j'ai fait mon stage. Et elle a tenu parole, et donc elle m'a ouvert un peu les portes des rédactions. Non pas, mais elle m'a donné quelques offres d'emploi. Et là, bon, je devais être fait pour ça parce que très vite, effectivement, en 2 ans, j'étais déjà rédacteur en chef d'un journal. Et ah oui, quand même. Ouais. Et lequel? C'était Tête à Tête, donc c'était pas le meilleur. C'était un de mes copains qui tenait le journal. C'était un journal un peu généraliste, c'était un magazine, pardon. Mais avant, j'avais fait des expériences incroyables. J'ai commenté les Jeux Olympiques pour le Parisien et l'équipe. J'avais fait l'interview de Hervé Villard pour le mensuel des jeunes agriculteurs. Il avait failli me bloquer dans sa loge d'ailleurs, bref, etc. Donc des expériences tout à fait incroyables, et à chaque fois, il recevait les offres
Elle me donnait évidemment pas les offres d'emploi les plus intéressantes, mais ça me permettait quand même de me former. Et puis petit à petit, j'ai eu ma carte de journaliste professionnel. Que tu as toujours? Non, que j'ai plus, parce qu'en fait, je pourrais peut-être récupérer, mais je sais pas si les auditeurs le savent, mais pour avoir une carte de journaliste professionnel, il faut avoir plus de 50% de ses de son activité, pas de son activité, de son salaire qui provient du journalisme. Et même quand on est réalisateur de documentaires, par exemple, c'est pas du journalisme, c'est considéré comme de la technique. Et donc il faut vraiment intermittent du spectacle. Voilà, il faut vraiment être journaliste dans un magazine ou une radio et faire ça toute la journée, ou en tout cas plus de 50% de son temps, pour avoir encore une carte de journaliste. Mais le numéro est inaliénable, et le mien c'est 75 832. Bah, écoute, c'est noté. Nous nous sommes rencontrés en fait au Festival de Cannes il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel contexte tu étais sur place? Oula, alors le Festival de Cannes, je l'ai fait... je voudrais pas me vieillir, mais je l'ai fait beaucoup d'années, et pour des employeurs très différents. Donc la première fois où j'y suis allé, c'était justement pour l'émission générique Info Première et sur FM, avec un journal qui s'appelait Ciné Boulevard, donc où je couvrais un peu le festival, mais d'une manière, enfin, c'était rigolo, c'était les débuts, donc on avait un scooter, on passait de soirée en soirée, on faisait des interviews, enfin on avait l'impression de découvrir un peu le Graal. Et puis je l'ai fait ensuite d'une manière beaucoup plus confortable, parce que j'avais eu la chance de, quand je suis rentré à RTL2, où je suis resté pas mal d'années, d'être le petit jeune avec RTL. Donc au début j'avais mon bureau dont on avait nos studios RTL au Grès d'Albion, et ensuite au Martinez, et donc j'étais avec les grandes voix de la radio, j'étais avec Michel Cohen-Solal, avec Remo Forlani, avec Evelyne Pagès, avec toutes les voix de la radio d'RTL, et avec les assistantes qui me trouvaient les places pour aller où je voulais, quand je voulais, le soir, dans toutes les soirées possibles et imaginables, y compris pour les montées des marches. J'avais le scooter, et puis comme je représentais RTL2 et Fun Radio, ils avaient eu la bonne idée, en plus de me louer un bureau en plus en face de celui d'RTL, dans le couloir du Martinez, et de me donner des goodies, de quoi alimenter tout Cannes pendant un an, que je jetais comme ça au balcon à heure précise. Je montais au balcon au premier étage, et là j'interpellais toutes les personnes qui étaient devant les barrières, qui attendaient les stars qui sortaient du Martinez, et je leur jetais les goodies. J'en avais des cartons, donc ils me disaient, je leur disais, mais je donne tout. Oui, on va pas les ramener, on a déjà pris un transporteur. Donc les stylos, les t-shirts, les machins, c'est chaque jour, c'était la fête au slip. On balançait tout ce qui était possible et inimaginable. Il y a des gens, ils se mettaient sous la fenêtre. C'était un peu, j'ai l'impression d'être Michael Jackson à l'époque où il montrait ses enfants en anal. Du balcon. Bon, sinon, tu as écrit récemment, on va dire, en 2018, le Dernier Chômeur, livre paru chez Albin Michel, qui a d'ailleurs été primé. Ça raconte dans un monde fictif de plein emploi, il ne reste qu'un seul chômeur et il ne veut rien faire. Donc il s'agit d'un roman qui fait réfléchir à la fois sur l'utilité du travail et à sa glorification. Est-ce le point de départ en fait de ta réflexion sur le quotient d'utilité ? Je dirais que le quotient d'utilité est une réflexion qui a été alimentée par plusieurs points de départ ou d'arrivée, on pourrait dire, mais effectivement ça en fait partie, parce que l'utilité du travail, on est pris sans arrêt entre la question de savoir si on veut une réussite professionnelle totalement accomplie, ou aussi la possibilité de pouvoir se reposer un peu comme le dernier chômeur quand on a envie de le faire, et d'avoir une vie. Juste pour info, au 19e siècle, c'était le travail représentait 70% du temps, du temps de vie, quoi. Au 20e siècle, c'était 40%, et là aujourd'hui, c'est 20%. On consacre seulement 20%, peut-être certains un peu plus, peut-être chez vous c'est un peu plus, mais la moyenne des Français c'est 20% du temps de vie qu'on consacre au travail. Donc en fait on prend plus de temps à savoir ce qu'on fait de ses loisirs et du temps libre.
à imaginer ce qu'on va faire de ces week-ends, le prochain week-end, les prochaines vacances, les prochaines grandes vacances, etc. Dans cette réflexion entre quelqu'un qui est tiraillé entre l'envie de réussir, d'ailleurs qui a connu la réussite à tout prix, le dernier chômeur, et puis finalement qui se retrouve sur le carreau, le banc de la société, voilà. Et puis il découvre cette faculté à se reposer, à profiter du temps qui passe, à un petit peu à devenir contemplateur. Alexandre le Bienheureux, quoi. Ouais, Alexandre le Bienheureux, mais un petit peu réactualisé, quand même bien réactualisé. Et puis jusqu'au jour où on vient le rechercher parce que c'est le dernier chômeur, donc il était devenu transparent. Et là, il redevient d'un seul coup important, si on peut dire, au niveau de la société et surtout au niveau du gouvernement, parce que il ressort des statistiques au moment où le président va annoncer qu'il n'y a plus un seul chômeur. Et c'est lui. C'est Meurchaud, chômeur entre, voilà, c'est le point noir qui, et donc, du coup, il redevient très important et on va tout faire pour remettre ce mec au travail, qui évidemment veut pas y retourner parce que c'est un peu aussi un esprit de vengeance quelque part, mais le gouvernement va tout faire pour le remettre au travail et lui va tout faire pour pas y retourner. Sur la couverture, il y avait un dessin de Reiser. Tu l'as connu? Non, je l'ai pas connu. Alors, c'est une idée d'Albin Michel, une bonne idée d'ailleurs du directeur artistique. Et ils ont envoyé le manuscrit du dernier chômeur. Une fois, je l'avais écrit à la femme de Reiser qui était mort. C'est un de ses derniers dessins. Et donc, quand elle a lu le livre, elle a décidé de nous faire cadeau de ce dessin qui représente un peu le dernier chômeur, si on peut dire. Il est allongé un peu sur une meule de foin. Et donc du coup, voilà, ça s'est transformé en couverture. Je l'ai pas connu. D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'utilité pour toi? Alors l'utilité pour moi, donc je la définis dans le livre, hein, donc je peux reprendre la définition de l'utilité, mais l'utilité en fait c'est à un moment donné on a tous le choix entre être accorder un côté positif à une situation, donc ou un côté négatif, choisir entre le positif et le négatif à n'importe quel moment de la vie. Et l'utilité, c'est de choisir le côté positif qui non seulement va être utile à soi-même, mais va faire avancer aussi la collectivité et autour de soi. Voilà, c'est un peu ça l'utilité. Bon, je la définis, c'est pas vraiment la définition du Larousse, hein, je pourrais vous la donner d'une manière plus mais c'est un peu ça en fait, c'est choisir entre le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide, et en même temps faire boire avec ce verre un petit peu les gens qui sont autour de soi. Tu parles du choix cornélien entre la concurrence et la collaboration. Est-ce une manière de lutter contre l'égoïsme et l'individualisme ? Oui, bien sûr, concurrence et collaboration. Moi, je serais plutôt dans la collaboration que dans la concurrence. On est dans des sociétés où, et d'ailleurs on le voit toujours, on l'a vu pendant le Covid, on en a dit oui, c'est vrai que pendant le Covid c'est extraordinaire parce que on a assisté à des grands moments justement d'altruisme où les gens, les couturières qui n'avaient pas fait de couture depuis longtemps se sont remises à coudre des masques. Avant qu'on leur dise que les masques on n'était plus autorisés parce que c'était pas le bon format, il fallait acheter absolument les masques. Non, ou des gens qui sont mis à cuisiner dans leur cuisine pour nourrir les soignants. Enfin, voilà, il y a eu toutes sortes de mouvements, de démarches très positives. Toutes sortes de mouvements, de démarches positives. Mais malgré tout, il y a quand même une majorité de gens qui sont restés dans leur maison de campagne en attendant que ça se passe, en se disant nous on a de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'aérer, bon on attend que ça se passe et puis on verra bien. Donc ça c'est quand même le côté et puis je participe d'aucune manière à ce que ça aille mieux, c'est-à-dire que je suis persuadé, je suis en famille donc je suis pas seul, j'ai de l'argent, comme je le disais, j'ai une belle maison, j'ai un bout de jardin, bon allez, après moi le déluge. Et c'est ce que se disent beaucoup de gens. Non, mais si, parce que sur ce côté, et d'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça. Comme vous le savez, nombre de maisons à la campagne
trouve de plus en plus d'acquéreurs et on a les gens ont de plus en plus envie de partir parce que ils savent très bien que si jamais ils ont leur petit pré carré, pas grand chose ne pourra les atteindre. Et ils se trompent. Moi, je dis qu'ils se trompent. Parce qu'en fait, à un moment donné, la vague atteindra tout le monde. Donc, cette propension à se dire, pour l'instant, moi, je suis tranquille, tout va bien, c'est un petit peu ce que dit. C'était la première phrase dans la haine. Enfin, c'était pas tout à fait la même, mais. La chute. Voilà. L'important, c'est la chute. L'important, c'est la chute. Pour l'instant, tout va bien. C'est l'atterrissage, voilà. pardon. Voilà. Mais en fait, tout ne va pas bien. C'est-à-dire que si jamais, c'est pour ça que j'ai fait le quotient de l'utilité, si jamais on ne prend pas conscience à l'heure actuelle que chacun doit apporter une contrepartie à sa présence sur Terre en faisant quelque chose de positif et d'utile jour après jour, dès maintenant, que tu sois du bas milieu, du haut milieu, du moyen milieu, ça ne fonctionnera pas. Et t'auras beau rester chez toi en disant que pour l'instant, il y a encore tout dans les magasins, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, etc. Et à un moment donné, tu descendras dans le magasin et il y aura plus rien, ça sera trop tard. Ok. Ouais, page 69, c'est un peu un chiffre symbolique, si je puis dire. Pour toi, tu parles de. Non, alors il s'avère que mais je sais pas si tu t'es aperçu de ta mise en page du livre, mais effectivement l'amour, c'est page 69. Ouais. Non, l'influence des hormones, en fait, le cocktail de l'orgasme, ocytocine, dopamine, endorphine, sérotonine. Non, ça tu l'as interprété, c'est pas le cocktail de l'orgasme, c'est le cocktail des hormones de bonheur. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Ah bah oui, je l'ai pas cité dans le cocktail des orgasmes. J'ai dit que l'oxytocine, la sérotonine, la dopamine et les quatre mousquetaires, l'endorphine et les endorphines, ce sont les hormones du bonheur et non pas les hormones. C'est pas le. Mais c'est quand même. On l'a lu sous un angle. Voilà. Effectivement, il y en a 3 sur les 4, pas l'endorphine, mais les 3 autres, qui sont sécrétés par le corps durant une relation sexuelle. Ah non, pas du tout. Non, pas les 4, pas les 3, pas 3 sur 4. Non, pas du tout, parce que par exemple, t'as la dopamine. La dopamine, tu peux en sécréter en prenant un bain chaud, en te faisant masser, etc. J'ai pas dit que tu ne pouvais pas en produire d'une autre manière. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, tout le bien-être qu'on donne à son corps avec différents moyens. Donc ça peut être à un moment donné les bains chauds, les massages, l'acte sexuel, etc. Favorise la sécrétion d'hormones de bonheur. Et c'est bien naturel vu que c'est fait aussi pour faire du bien. Donc ça participe aussi effectivement à créer un bien-être intérieur qui favorise ensuite le reste de ton comportement. Ouais, tu cites notamment Loretta Gradiano Breuning et une petite citation qu'on aime bien parce que tu dis que le cerveau pousse à tisser des liens sociaux, à vous attacher aux autres en vous récompensant avec des sensations agréables. Et nous, les petits liens, ça nous connaît, donc voilà. Donc je voulais juste relever cette citation qui nous avait bien plu. Oui, c'est vrai qu'on est quand même à la base, on est fait pour vivre ensemble. Enfin, on est fait pour vivre en meute. L'être humain aussi, on est de plus en plus amené à vivre seul, c'est une très mauvaise chose, mais on est fait pour en vivre en groupe, parce que ça a toujours été le cas au début. Quand on était dans les grottes, donc on était toujours ensemble. Et il y a toujours ce tissu relationnel qui est très important dans l'épanouissement de chaque individu. Moi, par exemple, j'ai du mal. La solitude ne me va pas. C'est-à-dire que après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont. Alors, je dis pas que des phases de solitude ne me vont pas. J'aime bien aussi de temps en temps
prendre du recul, surtout quand t'es avec des gens qui ont des mômes qui te hurlent dans les oreilles 24h/24. Mais autrement, les liens sociaux sont très importants, Et c'est pour ça qu'on a connu pendant le Covid tout ce qui s'est passé, tous ces pauvres étudiants dont c'est pas une question d'âge, 18, 20 ans, qui se retrouvaient pendant 8 heures devant leur caméra en distanciel. Et tu peux pas être heureux comme ça. Moi, j'ai un fils qui a 20 ans aujourd'hui et qui me disait, papa, ça va pas, ça va pas très bien, je vois plus mes amis, 8 heures de cours devant un ordinateur avec l'œil de Big Brother qui te regarde. Tu peux pas être heureux, c'est pas possible. Le nombre de dépressions qu'on a eu avec qui continue. Oui. Qui continue, c'est pas fini. Le nombre de dépressions, le nombre de traumatismes le nombre de traumatismes psychologiques, de gens qui sont soignés, qui sont dans des asiles, etc. Des gens qui allaient très bien. Hein. Ça a vraiment. Donc après, on va pas en revenir sur l'utilité ou non d'une certaine politique qui a favorisé, alors qu'il y avait d'autres solutions peut-être, ce genre de comportement. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont meurtris jusqu'à la fin de leur jour. Néanmoins, justement pour revenir sur l'utilité, comment as-tu utilisé les moyens modernes d'aujourd'hui pour garder des liens avec tes proches, avec tes amis Le moyen moderne que moi j'aime bien, c'est le téléphone, hein, donc c'est comme ça que disons que pendant le premier confinement, j'ai eu la chance de pas être à Paris. J'estime que c'est une chance. J'ai eu la chance de pas être à Paris et d'écrire sur le quotient d'utilité. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée, c'est pas le confinement, le premier confinement, je parle de celui de mars 2020. C'est pas le confinement qui m'a donné l'idée de faire ce bouquin, parce que je l'avais signé avec l'éditeur bien avant le confinement. Non, mais la synchronicité était parfaite. Ouais, parfaite malheureusement, on aurait préféré quelque part que ça se passe autrement. Mais disons que si ça s'était pas passé. De toute façon, t'allais l'écrire. De toute façon, ce livre était signé mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé pendant le Covid a aussi participé à nourrir ma réflexion. C'est-à-dire, je m'attendais pas à creuser certains sujets que t'avais pas forcément. J'ai été obligé. Je me suis dit, tiens, l'âme humaine, le comportement humain. J'assistais quelque part en live, point par point, à certains paragraphes de mon livre que j'ai développé. Et là, je le voyais dans la réalité des situations qui se déroulaient devant mes yeux, quoi. D'abord sur le journal télévisé avec des infos complètement irréelles, c'est-à-dire un jour A, le lendemain B, enfin de n'importe quoi, avec des comportements, comme on l'a dit tout à l'heure, très remarquables de certaines personnes qui ça fait ressortir le meilleur et le pire. C'est toujours ce qu'on dit, que ça soit quand il y a un séisme, quand il y a n'importe quel accident, quel qu'il soit de grande ampleur. C'est là où on voit souvent le meilleur de l'âme humaine qui ressort pendant les guerres, et puis le pire aussi qui s'exprime pendant les mêmes guerres justement. Et puis aussi dans la réalité de tous les jours. Donc voilà, ça a nourri ma réflexion. Je m'attendais pas à ça. Et pour revenir sur votre question, ce qui concerne les moyens de communication, moi je suis très téléphone. Je déteste justement, je l'ai fait de temps en temps parce que j'étais obligé, mais les zooms, les machins, les trucs, je trouve ça insupportable. Surtout parce que tu peux être écouté par qui tu veux, par tous les gens qui peuvent te pirater tes zooms. On sait très bien d'où viennent toutes ces moyens de communication. Et déjà qu'avec un téléphone, t'es à l'abri de rien. Donc avec un zoom ou quoi que ce soit, t'es encore moins à l'abri. N'importe qui peut rentrer dans ta conversation sans que tu le saches, enfin, etc. Donc je suis resté assez classique. C'est-à-dire j'ai appelé les gens t'as appelé les gens que t'aimais, quoi. Voilà, la position du téléphone et avec de temps en temps évidemment les mails et puis les voyageurs voilà et quelques applications qui permettent d'échanger de manière un peu cryptée.
Sinon, tu parles de physique quantique et de l'influence des planètes. Tu abordes notamment la question de l'astrologie. Nous avons tous ces signes, t'appelles non négligeables, mais qu'on pourrait dire intangibles, en fait. Oui, non, parce qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer tout le processus qui amenait à une utilité avérée et les freins. Donc, dans le processus de l'utilité, il y a évidemment toutes les choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai parlé tout à l'heure des hormones du bonheur, donc ça fait partie. Donc là, on les maîtrise ou pas, on peut les encourager parce que on sait que un bain chaud ou un massage ou un bien-être lié au soleil, lié à la chaleur, encourage l'utilité. Et si tu n'es pas bien toi-même, tu ne peux pas te rendre utile. Faut être clair. Hein. Si jamais t'es pollué par le stress, par les hormones de stress, le cortisol, etc., tu ne peux pas être utile. C'est la pyramide de Maslow quelque part. Voilà. Donc en fait, il faut que tu sois non peut-être pas au maximum de tes performances, pour être et de ton bien-être pour te montrer utile, mais il faut pas non plus que tu sois stressé, voilà. Autrement, t'auras autre chose à penser et tu pourras pas être au maximum de ton utilité. Donc, j'ai déjà analysé tout ce qui fait, tout ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas. Donc, les influences extérieures qui sont effectivement l'astrologie, même si c'est l'astrologie, et des tas d'autres, la lune, l'influence de la lune, donc l'influence du soleil, tout ce qui fait qu'on se rend plus utile quand on est dans un contexte plutôt favorisant. Et puis en même temps, j'ai aussi analysé les freins à l'utilité. Donc tous ces freins qui sont de plus en plus qui nous font passer de l'utile au futile. Alors déjà, comme disait Patrick Lelay en son temps, toi qui travailles dans la publicité, tu te rappelles du temps de cerveau humain disponible. Donc on en a presque plus. Hein, quand on arrive à la fin d'une journée et qu'on a regardé ses mails, ses numéros, ses WhatsApp, son portable, son machin, etc., sa perche à selfie, il nous reste plus de temps pour penser à être utile, plus tellement. Donc tous ces freins à l'utilité qui créent la futilité, et on le voit dans dans les jeunes qui nous entourent, enfin je veux dire, passent leur temps à se prendre en photo du matin au soir et puis à poster ces photos complètement idiotes où ils font des grimaces ou machin sur les réseaux sociaux. Bon, ça va 5 minutes. S'il y avait pas que ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils ne font que ça. Et au jour d'aujourd'hui, si tu n'es pas followé par je sais pas combien de followers, si tu n'as pas si tu n'es pas influenceur, influenceuse, instagrammeur, instagrammeuse, dans les jeunes, tu n'existes pas. La fille ou surtout les filles, mais la fille qui a deux followers et puis qui se prend pas en photo 250 000 fois par jour pour montrer qu'elle existe et qui compte ses likes le soir, ça n'existe pas quasiment. Et c'est vraiment, et donc ça laisse très peu de place pour penser à l'utilité dans une journée. Pas grand chose, pas une utilité qui va prendre le pas sur le reste, parce que mais au moins une utilité un peu avérée qui se rapproche de quelque chose de concret et d'important pour faire avancer la société. Parce que ne me dis pas que te prendre avec une perche à selfie toute la journée en photo, ça fait avancer un peu les choses et ça nous permettra de sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve. En fait, pour en revenir à l'astrologie, en fait, on a reçu, si tu veux, Déborah Barsky-Lensteiner dans une de nos astrologues. Dans un épisode précédent. Voilà, astrologue qui est absolument génial, qui est astrologue voyante. Astrologue voyante, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a vu, non ? Et en fait, j'avais une question à te poser qui est commune donc aux deux interviews. C'est quelle est ta vision du monde et du temps ? Alors, ma vision du monde, c'est vaste hein, comme question. Donc ma vision du monde, au jour d'aujourd'hui, ma vision du monde est plutôt pessimiste. Si on se sent un peu anxieux. Non, c'est pas ça. C'est que on m'a dit il y a pas longtemps, tu entends les signaux faibles. Toi aussi d'ailleurs, je pense que tu me l'avais dit une fois, Delphine.
Voilà, donc moi j'ai souvent un train d'avance sur les choses que va ressentir la société, parce que c'est peut-être un petit peu mon envie à chaque fois d'aller plus vite que le temps qui passe. Et tu es intuitif en fait. Oui, j'ai une sorte d'intuition, puis en même temps une sorte comme ça je décris non pas le 6e mais le 8e sens, je crois que c'est le 8e sens que j'appelle le sens de l'utilité. En tout cas tous les sens qui nous animent, y compris le bon sens. Et ma vision du monde, donc c'est vrai qu'elle est pas super optimiste. Elle est pas super optimiste, mais parce que c'est pas parce que je suis pessimiste de nature, tout simplement parce que je suis réaliste. Ça c'est et ensuite ma vision du temps. Le temps qui passe, ça me fait comme tous les autres, ça me fait peur. Donc d'un autre côté, ce qui me fascine par contre, c'est l'espace-temps. Cet espace-temps, et je crois réellement que la dimension du temps, tel que le décrivait Stephen Hopkins, à tous ces, je pense qu'il y a vraiment les couloirs du temps, un peu comme ceux qu'on retrouvait avec pas Daniel Auteuil, avec Christian Clavier et Jean Reno dans Les Visiteurs. Voilà, donc tu n'as pas une vision linéaire, c'était ma question en fait. Non, je pense que je n'ai une vision linéaire de rien du tout. D'accord. Tu peux aborder le sujet des médias. Est-ce que tu considères que l'ensemble des médias sont là pour altérer l'esprit? Alors justement, je me faisais la réflexion hier. Alors non pas que j'ai attendu hier pour me faire la réflexion, parce que je traite la manière dont le quotient d'utilité et les médias et l'information reçue dans le quotient d'utilité dans le livre. Mais quelque part, tu les utilises à bon escient, puisque tu t'animes donc sur Sud Radio une émission liée au quotient d'utilité. Donc tout à fait, une émission liée à l'utilité. Alors attention, on peut pas englober tous les médias dans un sac, hein, on est bien d'accord. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une école de journaliste qui n'était pas formatée, c'était l'école un peu de la rue à la One Again. Mais ça t'a permis de toucher à quasiment tous les médias. Oui, donc du coup j'ai fait des reportages dans alors, de la télé, j'ai pas présenté le journal, hein, mais j'ai fait des télé, radio, magazine, voilà, presse, photo. J'ai été sur le terrain, j'ai fait pas loin de 80 pays en reportage. Hein, donc tu partais seul? Alors je partais seul quand c'était des reportages pour des magazines ou alors avec un photographe, parce que je me suis mis à la photo à un moment donné, donc il a fallu. Quand je suis parti en Irak ou en Colombie, à des moments où c'était très dangereux, les magazines comme VSD ou d'autres m'ont dit écoute, les photos oui, mais c'est toi qui vas les faire. J'ai jamais fait de photos. Bah oui, mais écoute, achète-toi un numérique et tu te débrouilles. Si jamais c'est bien, on te prendra le sujet. Si c'est pas bien, on ne te le prendra pas. Et donc du coup je m'y suis mis. Et puis des fois je suis parti avec un photographe et puis des fois avec une équipe quand c'était un documentaire pour la télé que je réalisais ou que je co-réalisais. Et donc je partais en général avec un caméraman. Tu gardes des liens, certains sont devenus des amis ou pas du tout? On parle des équipes ou oui, tout à fait. J'ai un de mes amis qui s'appelle Robin Toboul et qui on a fait Yalta en Ukraine quand c'était encore ukrainien. Parce que maintenant, je me rappelle que la Crimée est russe. Mais à l'époque, on a fait un documentaire ensemble, donc pour Arte. Et c'est resté un très bon ami. On se voit régulièrement. Ouais, bien sûr. Ça crée des liens, le reportage. Ça crée des liens. Les voyages. Par exemple, oui, les voyages, le reportage. Par exemple, j'étais avec Jean-Baptiste Lemoyne, qui l'a tué le ministre du Tourisme. On était ensemble en Irak à l'époque. Voilà, on avait fait un, et donc on se revoit toujours. Mon fils était par exemple témoin de son mariage à l'époque, donc pas témoin, pardon, garçon d'honneur. Garçon d'honneur, oui. Il est peut-être un peu jeune, ouais. Il avait pas l'âge. Il avait un problème de chronologie. Il avait pas l'âge à être témoin. Non, mais c'est vrai que ça accélère en fait les voyages, et quand on se retrouve dans des situations faciles ou plutôt difficiles à l'étranger, il y a certains pays où c'est très compliqué et un peu dangereux, et donc du coup forcément on garde des
on garde dans ces situations-là, ça crée des amitiés un petit peu inaliénables à travers le temps, ouais, bien sûr. Parce que déjà, ne serait-ce que reparler de ces expériences, reparler de ce qui nous est arrivé en reportage à l'autre bout du monde, dans une situation un peu difficile, on se remémore ça comme des vieux combattants. Le mot pour toujours par rapport aux médias où tu suggères. Alors, j'ai pas répondu à ta question. Je suis désolé en fait. Pour moi, les médias, donc on peut pas les mettre tous dans le même sac. Mais d'une manière générale, je suis désolé, hein, je parle vrai, mais j'étais très déçu par le comportement des médias, de la manière ils ont traité le Covid. Je veux dire, c'était vraiment la voix de son maître. J'ai rencontré j'ai entendu des journalistes qui n'avaient aucun recul, aucune analyse et qui ne faisaient que répéter bêtement je veux dire, c'est juste hallucinant, les perroquets de l'AFP. Mais c'est pas une généralité. Il y a des journalistes qui font leur travail. Il n'y en a pas beaucoup quand même, de moins en moins je trouve. Mais en tout cas, moi j'ai connu des journalistes qui avaient un esprit d'analyse, un esprit de recul, qui pouvaient analyser les choses. Et là, on a complètement été abrutis par des reportages Mais j'étais très étonné hier en regardant le journal de TF1, et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, qui était très négatif pendant très longtemps. Et je me dis qu'ils ont changé depuis peu, peut-être qu'ils ont eu le quotient d'utilité. Ils ont changé depuis peu leur éditorial. C'est-à-dire depuis peu, il y a des reportages, je l'ai regardé hier, beaucoup plus positifs, beaucoup plus utiles, qui donnent envie à des gens d'avoir des perspectives, qui donnent envie à des gens d'avoir des exemples, parce que c'est ce que je dis dans le quotient d'utilité, que malheureusement la famille Pierre-Paul Jacques meurt dans un accident de voiture et tu es 6 membres de la famille qui soient morts, brûlés sur l'autoroute, machin, c'est très dommage pour eux. Je suis désolé. C'est ce que tu as écrit dans le livre. En fait, tu parles de sensibiliser les journalistes pour qu'ils communiquent sur les good news. Oui. Il y avait à l'époque le journal des bonnes nouvelles sur Canal+. Oui, il y a le journal des bonnes nouvelles. C'était oui, c'était effectivement. Il y a eu, mais dans le journal des bonnes nouvelles, c'était un petit peu un programme à part. Mais là, c'est pas un programme à part. Non, ça infuse un peu partout. Il faudrait que dans tous les médias, on oublie de chaque fois de marteler aux gens que y a machin qui est mort, que ça va mal là, qu'il y a des tremblements de terre. Excusez-moi. Donc c'est parce que les mauvaises nouvelles vendent en fait. Non, les mauvaises nouvelles ne vendent pas. Les mauvaises nouvelles, c'est effectivement, on disait un train qui arrive à l'heure, c'est pas un scoop. Eh ben si. Je suis désolé. Les écoles de journalisme, non, on disait, c'était ça à l'époque, le journalisme. Deux fois d'affilée une bonne météo, ben c'est un scoop. Eh ben non, effectivement, au jour d'aujourd'hui, quand ça va bien, quand c'est positif, quand ça fait avancer les choses, c'est autant un scoop qu'un mec qui s'est pris un arbre et qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui va mourir dans des conditions horribles. Bon, d'accord, ok. Le pauvre vieux, c'est pas de sa faute. Et est-ce qu'il aurait aimé, c'est ce que je dis dans le bouquin, est-ce qu'il aurait aimé aussi, lui ou sa famille, parce qu'il y en a 5 qui sont brûlés aussi dans la voiture, est-ce qu'ils auraient aimé comme ça que leur nom soit étalé devant toute la France, parce que les journalistes, que ça soit de Match, de Franche Dimanche ou machin, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, qu'il y a quelque chose de traumatisant, ils vont récupérer les photos dans les familles en disant regardez les portraits, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient heureux, ils venaient de se marier 3 jours avant et là ils sont carbonisés dans leur bagnole. Est-ce que c'est intéressant? Moi je dis que les pauvres à qui il est arrivé ça, il faut mieux pour la santé mentale des spectateurs et des téléspectateurs, surtout au jour d'aujourd'hui où ils sont plombés de tous les côtés, il faut mieux, excusez-moi, leur dire que il y a la famille Lambert qui elle est partie en vacances, elle est arrivée à l'heure et elle a pas brûlé dans sa voiture. Oui, ça réduit le stress en fait. D'ailleurs c'est toujours la baseline de TF1, hein, les ondes positives. Ça l'a pas été pendant longtemps. De manière générale, le mot positif là est quand même mis à toutes les sauces. Bah oui, c'était positif français, surtout sur les tests. Soit en anglais. Est-ce que tu considères que c'est une tendance qui est durable et sincère ou que c'est du positive washing comme il y a eu du greenwashing dans les entreprises? Non, moi je considère tout simplement qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer d'entraîner l'utilité. C'est pareil.
C'est-à-dire que tu ne peux pas être utile si toute la journée. D'abord, si tu regardes les médias, t'es pas obligé de regarder. Vous allez me dire, on n'est pas obligé. Les gens écoutent maintenant des podcasts, et là ils peuvent choisir les podcasts qu'ils écoutent, des podcasts qui sont inspirants. J'espère que ça va être le cas de celui qu'on est en train d'enregistrer. Je parle par rapport au public. Ensuite, les gens ont la possibilité de choisir au jour d'aujourd'hui ce qu'ils ont, enfin plus ou moins la possibilité de ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent comprendre. Et la possibilité avec Internet qui est un petit peu la phase A et la phase B, donc qui peut être aussi mauvais que positif, de se renseigner très vite en vérifiant évidemment les endroits où on se renseigne, de se renseigner très vite sur des sujets, des pays, des lieux, des initiatives, etc. C'est juste incroyable. Franchement, c'est cette facilité d'accès à la science, au savoir, est juste incroyable. Malgré tout, les 3/4 des gens ne font pas l'effort. Ils s'en foutent. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu, toujours au même journal, ou toujours au même de la bouche des fois de journalistes qui n'ont pas fait plus d'efforts. Alors oui, vous allez me dire, maintenant il y a des sites de vérification des fake news qui sont pas toujours très objectifs d'ailleurs. Des fois, les sites sont aussi fake que les news qui sont censés analyser. Donc, moi je dis qu'il faut se faire sa propre opinion et surtout pas se faire bouffer par les médias. Il faut essayer de regarder le moins possible des sujets qui sont complètement qui vous donne une mauvaise vibe pour la journée, des mauvaises vibes, et qui vous pourrissent. Il y a des gens qui regardent, ils ont regardé des chaînes en continu que je vais pas citer toute la journée pendant le Covid, mais ils étaient encore plus malades qu'ils ne l'étaient s'ils l'étaient déjà. Ouais. Alors justement, pour repartir sur une note positive et Delphine, je te laisse la parole. Oui, parce qu'en fait, dans le livre, tu donnes des exemples d'histoires de gens qui se sont rendus utiles. Ouais. Et j'en ai retenu une en particulier parce qu'elle me touche à titre personnel. Tu cites Sebastião et Lélia Ribeiro Salgado qui ont replanté 2 millions d'arbres en 20 ans au Brésil. Et la raison pour laquelle ça me touche à titre personnel, c'est parce que j'ai un lien avec eux puisque leur fils était dans ma classe au lycée. Donc voilà, Giuliano, nous t'embrassons. On ne vit que ça, hein. Chaque Voilà. enregistrement, chacun des enregistrements, ça n'est que de. Ouais, non mais alors, voilà, c'est ce que j'ai voulu prouver, ce que je vais essayer de diffuser sur Sud Radio, si j'ai la chance que cette émission marche, etc. Que l'utilité, c'est une petite initiative qui peut vraiment faire boule de neige. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ces deux personnes qui sont tes amis, donc arrivent sur une parcelle qui était une parcelle dont ils avaient hérité, et puis ils arrivent, elle est complètement dépourvue de tout, c'est quasiment un désert, et ils décident de replanter. Et non seulement ils décident de replanter, mais en 20 ans, donc un peu moins de 20 ans, ça devient, alors ils replantent intelligemment, mais ça devient au niveau biodiversité un exemple dans tout le Brésil. Et puis il se remet à pleuvoir au-dessus de leur parcelle, et ça prouve que effectivement tout ce qui est arbre, tout ce qui est plante attire la pluie, attire cette biodiversité. Les animaux qui avaient fui, il n'y en avait plus nulle part, ils sont tous revenus. Donc voilà, c'est un petit peu le côté positif de ces qu'on peut garder. Toute petite action peut voilà, peut avoir une. Voilà, et on a vu que pendant le Covid, quand il y avait plus d'activité terrestre, parce qu'on sait très bien que l'homme est le pire ennemi de la Terre, que les saumons revenaient dans les fleuves, que l'eau devenait plus claire, enfin tout était mieux quoi. En fait, c'était sans nous tout serait mieux. On sait très bien que si demain l'activité humaine s'arrête, si Bolsonaro est viré du Brésil et si quelques-uns néfastes aussi disparaissent de la surface de la Terre, ça ira mieux. Mais malheureusement, c'est pas demain la veille. Et donc en attendant, il faut essayer. Et voilà, et d'autres initiatives comme ça. Je prends l'exemple de cet Africain que je cite aussi dans le livre, qui à un moment donné habite dans un village en Afrique, et donc au cœur de l'Afrique, et ils ont pas comme on le sait, ils ont pas d'électricité, donc enfin dans beaucoup de villages.
Et donc il s'éclaire à la lampe électrique, lui comme tous les gens qui habitent dans le village. Et bien sûr, une fois que les piles sont usées, il les balance par terre comme tout le monde, là-bas. Et puis lui, il décide à un moment donné, il décide pas de, il a un petit peu de connaissances et puis il prend quelques bouts de miroir, il en fait une petite station solaire où il attire le soleil et puis grâce à ça, il arrive à recharger son portable en accumulant un peu d'énergie. Et puis avec un portable, après je sais pas comment ça se passe, mais sûrement un portable satellite, il arrive à consulter des tutos, et là il y avait un petit fleuve une petite rivière qui coulait en bas du village, et avec le tuto, il arrive à faire une petite centrale électrique, mais vraiment sommaire. Une centrale électrique, mais avec laquelle il réussit à éclairer son village. Donc déjà, il éclaire son village, et en plus, il y a plus de déchets des piles électriques. Et on l'interroge dans les autres villages pour savoir comment il a fait. Et là, il apporte son savoir et sa compétence, ça fait partie de l'utilité, aux autres villages qui l'éclairent aussi. Et peut-être qu'un jour, grâce à lui, toute l'Afrique sera éclairée. Il a engagé 1 ou 2 assistants pour l'aider dans son œuvre, qui était d'ailleurs désœuvrée. Et puis voilà, donc ça part de rien. Et je cite aussi souvent. Alors, elle fait pas l'unanimité, mais peu importe. Greta Thunberg, qui s'est mis à un moment donné devant son école avec son cartable, alors piloté, influencé, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, qui s'est mis devant son cartable à Stockholm, devant son école, en disant « Je ferai grève tant que tous ces cons entre guillemets qui sont dans leur ministère, dans leur pas ce qu'il faut pour n'auront rien fait pour l'environnement, à part parler pour l'environnement et se réunir dans les éternels les 5G ou COP G8 G12, non parce que dans les G12 COP 22 COP 22 COP 21 COP machin où il se passe il y a rien qui change. Et donc elle s'est mise là, mais et 1 an après, elle était quand même en train de tenir la dragée haute à Trump aux Nations Unies. Et moi, je trouve ça juste incroyable que justement, grâce à une utilité avérée comme ça, dans un coin de la planète, on puisse essaimer jusqu'à l'autre bout de la planète. Et c'est ça le but du quotient d'utilité, c'est prendre conscience que l'utilité, on peut la diffuser facilement à partir de petites actions et entraîner tous ses contemporains dans l'utilité avérée. Alors justement, tu proposes dans ton livre des tests à effectuer seul ou en famille. En famille. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples pour que les auditeurs commencent à se mettre en pratique non, mais les exemples. Marche, alors les En Marche, je suis sans pas jeu sûr. de mots. Ouais. Pourquoi pas, hein, mais les électeurs d'En Marche ont aussi le droit d'acheter le quotient d'utilité, c'est même fortement recommandé. Mais sans parler de politique, d'ailleurs, je fais aussi allusion à la politique nationale, locale dans le livre. Les tests, je vais avoir du mal à citer les tests parce c'est des tests des QCM, donc c'est un peu anecdotique parce qu'il y a d'autres moyens de calculer son quotient d'utilité et je vais pas développer, mais en fait j'ai fait quand même une base de calcul qui ressemble un petit peu à celle du quotient intellectuel, mais il faudra par-delà qu'il y ait une étude sur les priorités d'utilité, des thèmes d'utilité choisis par les Français, c'est pas les mêmes que les Esquimaux ou que les Indonésiens, par exemple. Donc, en fonction de l'utilité moyenne du pays, on peut calculer le quotient d'utilité comme on fait en fonction de l'utilité du quotient intellectuel moyen de la France, on peut calculer le quotient intellectuel. C'est lié comme ça, c'est une équation qui est liée à ça. En ce qui concerne les tests d'utilité que j'ai créés, c'est des QCM de 20 questions. Et donc ça, alors il y a le débutant, le moyen et puis l'expert. Et ça vous donne une petite, en fonction des questions un petit peu perfides. Où on en est finalement dans sa propre politique de RSE presque. En fait. Oui, bien sûr, ouais. Mais en tout cas, j'ai essayé de donner comme ça. C'est un peu anecdotique, mais enfin bon, ça vous donne quand même une idée un petit peu de votre utilité à la fin du test. Et donc il y a plein de gens qui l'ont fait en disant je suis nul, il faut que je m'améliore, etc. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps parce qu'au début j'ai dit à l'éditeur je verrai bien des tests d'utilité dans le livre. Il m'a dit très bien, ouais, tu vas les faire. Je dis mais j'ai jamais fait de test d'utilité moi. Et il m'a dit débrouille-toi, c'est toi qui vas les faire. Je dis ah bon. Bon voilà, donc il a fallu que je fasse les tests d'utilité et finalement j'ai trouvé ça assez drôle et j'en ai fait un pour les enfants. Donc il y a 3 tests pour les adultes, il y a aussi un test d'utilité
pour les enfants avec des questions de petits comme ça. Papa, maman, c'est plus utile d'aller faire les courses, d'aller faire ceci, d'aller faire ça. Ouais, c'est assez drôle. J'ai essayé enfin, je trouve, moi en tout cas, ça me fait. Mais et donc il y en a qui me font passer les tests à leurs enfants. Alors, il y a une question que tu n'abordes pas dans le livre. Ah bon? Oui. C'est Un sujet. C'est un sujet, on va dire, c'est la question de l'art, qui est une question qui m'est chère. Est-ce que c'est parce que tu considères que l'art est inutile? Ah non, pas du tout. Je l'aborde l'art. Tu n'as pas lu le livre. Hein. Alors, Pas bien. Ah si. Où ça? Le quotient d'utilité, et la culture. Je l'aborde dans la culture. Ah, dans la culture. Et là, je mets tous les arts. Évidemment, le 7e art, le 6e art, le 5e art. Nous avons bien compris que tu adorais. Non, je sais qu'elle l'a lu, mais effectivement, je n'ai pas traité, Delphine, pour reprendre ta question, je n'ai pas traité le quotient d'utilité dans l'art tout court. Voilà. Même si c'en a un, s'il y a une utilité dans l'art, bien entendu. Mais par contre, je traite l'utilité dans la culture. Et là, j'expose tous les arts, du premier au... Je ne sais plus combien il y en a. Huitième, c'est la BD. Ah non, 8e, peut-être, ouais, il y en a peut-être il y en a un 9e maintenant. Ils en ont inventé. Ouais, ils en ont inventé mais chaque jour, ils inventent un nouvel art. L'art de la séduction, je sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, je traite tous les arts. Et justement, ça m'a permis de découvrir, à quoi correspondait chaque numéro. Donc, le premier art, le deuxième art, le troisième art, etc. Et donc, si, c'est très important, l'art, bien sûr, et d'ailleurs, je suis en train de travailler avec un de mes amis sur l'utilité de l'art pour les œuvres d'art, les œuvres contemporaines, etc. Non, on l'a bien vu là pendant le confinement, les artistes revendiquaient l'art comme étant essentiel. Récemment, il y a Christo qui a emballé à titre posthume l'Arc de Triomphe. J'allais te le dire. Enfin, oui. Voilà, par exemple, que penses-tu de la polémique qu'il y a au sujet de cet emballage de l'Arc de Triomphe? Donc c'est marrant parce qu'en venant ici, on est à côté on n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe, donc j'ai fait les photos. Ouais. Merci de le j'ai préciser, fait les photos en passant de l'Arc de Triomphe. Et dans mes activités, bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais il y a pas longtemps. Ah bah si, c'était le but. Bon, alors, j'ai participé à un documentaire qui passe le 17. Bon, là, on va pas qui passe dans. Je le refais. J'ai participé à un documentaire, le premier qu'il y a sur l'Arc de Triomphe, qui passera sur Arte, et qui va passer dans une grande partie du monde, sur l'histoire de l'Arc de Triomphe, tous les événements qui ont marqué l'Arc de Triomphe. Donc là, ils ont attendu justement l'emballage, ça sera les dernières scènes. Parce que le documentaire est fait. C'est juste les dernières scènes qu'ils vont rajouter. Et l'idée est arrivée suite au tagage des Gilets jaunes? Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. J'ai participé à ce documentaire en amenant une des personnalités il est produit par Flair Productions, par des amis à moi. Et ils m'ont demandé si j'avais pas une idée d'un footballeur, parce que ça fait partie de l'histoire de l'Arc de Triomphe. Quand ils ont remonté en 98 les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe et qu'il y avait marqué Zidane en gros sur l'Arc de Triomphe, et donc j'ai demandé à un de mes amis qui s'appelle Marcel de Sailly, qui participe à ce documentaire. Donc il a une scène très importante dans le documentaire, et on est monté tout en haut de l'Arc de Triomphe. Quand je dis tout en haut, c'est pas là où sont admis les visiteurs, c'est tout en haut, c'est sur le toit du toit. On peut pas être plus haut que d'ailleurs on n'a pas le droit d'y aller normalement. On a monté, on avait une autorisation spéciale, et il a fallu que sur le toit public, on monte avec une échelle sur le toit qui était autorisé. Même Marcel n'était jamais venu là, et donc je vous invite à regarder à un moment donné ce documentaire qui sera diffusé partout, jusqu'aux États-Unis. Qui est magnifique. Et tout à l'heure, ça aurait pu être Djorkaeff, qui est passionné d'art de manière générale. Oui, ça pourrait être. Accessoirement. Et sinon, il y a Franck Leboeuf qui est édité par le même éditeur que toi. Ça, je l'ignorais. Et il fait quoi? C'est un livre sur l'avion, le Leboeuf? En faisant mes devoirs, Bon, il y en a beaucoup, il sort 300 bouquins par an. J'ai vu que il y avait une photo de Franck Leboeuf. D'accord. Voilà. Mais pour revenir sur l'Arc de Triomphe, donc en passant devant cet emballage de Christo, et Jean-Claude. Oui. Jean-Claude. Je me suis dit, ça fait cher le paquet. Je me suis dit, ça fait cher le paquet cadeau. Parce que, donc, il faut quand même savoir que ça a coûté une fortune, mais a priori. 14 millions. Voilà. Mais a priori, c'est pris en charge par la fondation. Par la fondation. La fondation Christo. Donc, du coup, si c'était de l'argent public,
Et quand bien même. Non mais d'accord. 14 ramener à la diffusion de l'œuvre dans le monde et à la publicité que ça apporte à la ville de Paris. C'est beaucoup moins que ça rentre dans l'histoire de l'art aussi. Oui, ça rentre dans l'histoire de l'art. C'est colossal. Oui, mais ça serait quand même discutable qu'on mette 14 millions d'euros pour emballer l'Arc de Triomphe. Bon. Là, en l'occurrence, a priori, il n'y a pas de discussion à avoir parce que c'est la fondation elle-même qui a payé l'emballage. Voilà, donc ça va pas durer longtemps, effectivement. Comme au moment du Pont Neuf ou du Reichstag à Berlin, c'est des œuvres. Pour rester dans l'art et effectivement aborder la Fondation Claude Pompidou, qui n'est pas le centre Georges Pompidou. On est bien d'accord. Sûr, ouais. Tout à fait. Donc la Fondation Claude Pompidou, je fais juste une parenthèse pour dire qu'elle a été créée il y a 50 ans, un peu plus maintenant, parce que l'anniversaire des 50 ans, c'était en 2020. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu le fêter. Et du coup, je collabore plus à la Fondation Claude Pompidou, parce qu'ils ont eu aussi des difficultés liées au Covid, etc. Mais cette fondation avait été créée... Mais tu soutiens toujours. Oui, bah évidemment. J'y ai passé 7 ans... comme conseiller spécial en communication, donc en ayant mis aussi des personnalités célèbres pour un petit peu influencer pour donner un peu plus de retentissement aux œuvres de la fondation, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui vient en aide aux personnes vulnérables de grand âge, avec plusieurs centres en France, et qui en même temps aide les autistes, les enfants handicapés. Voilà, donc Madame Pompidou avait souhaité créer cette fondation qui est toujours existante et qui, j'espère pour eux, on mettra le lien dans l'épisode. Et voilà, donc effectivement, ce qui était intéressant par rapport à cette fondation, ça sera monté, c'est monté de toute façon. Non. Ah, c'est pas monté. Non, c'est ça qui est formidable. Ah. D'accord. Donc, ce qui est intéressant par rapport à cette fondation, c'est qu'il y avait aussi, ça m'a aussi interpellé sur l'art, parce que Madame Pompidou avait un rapport vraiment très proche. C'était une passionnée d'art contemporain, et elle était elle était amie avec tous les plus grands, comme Jeff Koons, comme Bernard Venet, enfin, et tous les grands artistes qui ont fait des dons à sa fondation d'œuvres qui ont été vendues au fur comme Zawuchi, etc., qui ont été vendus au fur et à mesure des années pour des fois pour lever des fonds, et surtout pour construire des centres ou les acheter. Et donc le croisement de l'art et de cette fondation, tu as participé ou même produit 2 livres qui s'appellent Mémoire et Mémoire. Alors oui, alors non, c'est pas lié. Alors le premier n'est pas du tout lié à la Fondation Claude Pompidou, parce qu'au début, en fait, j'étais non pas ami intime, mais j'étais assez proche de. Je la voyais souvent. J'étais ami. Il y avait deux garçons très sympas qui s'occupait d'elle, et et j'invitais souvent Annie Girardot sur des événements, parce que j'invitais des stars sur les événements avec une petite boîte de communication. Après, j'ai été journaliste et de celebrity marketing, et j'invitais souvent Annie Girardot, et puis je l'ai vu dépérir, la pauvre, avec ces moments de plus en plus fréquents d'absence. Je la revois encore au Lido, me serrer la main en regardant on était au Globe de Cristal, regardez, en ne sachant plus quitter. Oui, enfin hésitante, quoi. Oui, avec le vide dans les yeux. Donc j'ai eu envie d'essayer de faire quelque chose pour cette maladie terrible qui est la maladie d'Alzheimer, et qui fait s'effacer tous les souvenirs qu'on a, sans, à la fin on reconnaît même plus sa famille, etc. Et donc ça part d'abord ça part du plus proche, donc on oublie les souvenirs les plus proches, et ça remonte jusqu'au plus lointain. C'est pour ça que des gens disent mais non, elle a pas mis Alzheimer parce qu'elle se souvient d'un truc qui a 40 ans. C'est normal, parce que ça efface, c'est la dernière phase. Ça efface un peu comme une carte mémoire, toute la mémoire qu'on a. Et donc j'ai eu l'idée, je voulais pas plomber parce que faire un truc sur Alzheimer, tout ça c'est un peu plombant, et j'ai eu l'idée vu que j'avais un relationnel assez important au niveau des stars, des célébrités, d'appeler des célébrités, donc 72 pour le premier livre, il s'appelle Souvenirs pour mémoire, paru en 2009 au Cherche Midi, et de leur dire voilà, j'aimerais que vous me racontiez le souvenir marquant de votre vie, celui qui a vraiment fait
fait basculer un peu de votre destin. Et il y aura une photo, parce que j'ai fait ce livre en collaboration avec un photographe qui s'appelle Gianni Sodlia, et qui habite à côté de chez moi. Donc voilà, qui voulait qu'on fasse un livre ensemble, et j'ai eu cette idée. Et donc j'ai fait la direction artistique des photos, il a fait les photos, et en même temps j'ai interviewé toutes les personnalités. Que tu connaissais déjà ou Bah oui, que je connaissais vraiment. Ça aurait pas été possible. J'en ai appelé 72, hein, donc. Oui, mais t'aurais pu les démarcher non, pour le livre. Non, les 99%, je les connaissais parce que c'était très très compliqué. Parce que si on passe par les agents, par les machins, c'est insupportable. Ils sont très sollicités. Et voilà, donc il fallait que je les harcèle souvent d'abord pour qu'ils acceptent. Il y en a plein qui m'ont dit non, hein, je citerai pas les noms, mais enfin il y en a qui m'ont surpris en me disant non, ça m'intéresse pas, machin, etc. Enfin, il y en a beaucoup qui ont dit oui, 72 pour le premier. Et dans ceux qui ont dit oui, il y a Gérard Depardieu, il y a Charles Aznavour, il y a Jean Reno, et donc je l'ai fait au profit, le premier, de l'Institut du cerveau de la moelle épinière, de Jean Todt. Fondé par Jean Todt, dont les parrains sont Jean Reno, donc qui est dans le livre, Michel Yeo, il y avait Guy Savoie, etc. Il y en a pas mal qui sont dans le livre. Je devais faire Michael Schumacher. Avec Sabine Kem qui était son assistante, on avait trouvé la date et puis finalement on a eu un problème de planning. Ils m'ont proposé de m'envoyer l'interview de Michael avec une photo et je l'ai jamais fait. Donc j'ai dit non, je rencontre tous les gens qui sont dans le livre et on fait toutes les photos. Et donc du coup, on l'a pas fait et on connaît la suite, le pauvre Michael qui était parrain de l'Institut du cerveau de la moelle épinière et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Donc c'est juste incroyable. Et donc ce livre est sorti en 2009, il a eu un succès assez important parce qu'il a quand même fait la couverture du Figaro magazine avec une quinzaine de pages à l'intérieur. J'ai lancé ce livre avec RTL, avec le groupe Le Figaro aussi. Ils ont vraiment joué le jeu, et en même temps on a fait une exposition à Paris au Fouquet's Barrière, des souvenirs et des photos et des portraits et des souvenirs et des photos donc issus du livre, et il y avait 50 et quelques stars qui étaient présentes à l'inauguration, enfin à la soirée de lancement, où il y a eu encore une presse assez incroyable. Et donc il est sorti, le livre Cherche Midi, et fort de ce succès, si on peut dire, l'éditeur me dit oui, ça serait bien qu'on en fasse un deuxième tome. Et là je dis attends, un deuxième tome, t'es sûr? Parce que là j'ai mis quand même 3 ans et demi à faire le premier. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, mais c'est les Gérard Depardieu. Je remercie d'ailleurs Gérard d'avoir participé comme d'autres, mais oui Didier, attends, je suis en train de tourner, rappelle-moi, oui, je réfléchis, oui, j'ai toujours pas trouvé. Bon, et je l'appelais 10 fois comme ça, ou d'autres. Et donc certains me disaient oui c'est bon, ok je fais ça, puis venez à telle heure tel endroit et j'ai le souvenir, et on le fait dans le lieu ou dans le contexte qui correspond au souvenir que vous évoquez. En fait c'était des stars qui se souviennent, qui racontent le souvenir qui a marqué leur vie, en hommage aux gens qui n'ont plus de souvenirs, avec une partie reversée pour la recherche pour Alzheimer, donc 2 € par livre vendu, et illustré par une photo qui illustrait le souvenir qu'il racontait. Et il a quand même écrit un livre, Gérard Depardieu, sur sa vie et sur tous les souvenirs et sur justement la façon dont a basculé son destin, si je puis dire. Hein. Il a raconté tout ça dans un livre. Oui, mais moi c'était alors c'était des souvenirs que moi d'abord j'interviewais les gens, et donc le souvenir que vous trouverez de Gérard Depardieu dans Souvenir pour mémoire n'est nulle part. Il l'a raconté, et d'abord je l'ai interprété parce que je l'ai aussi interprété parce que Gérard, faut savoir lire entre les lignes, lui ou d'autres. Et donc du coup, ils m'ont tous raconté leurs souvenirs, je les ai tous enregistrés, j'ai rédigé le souvenir comme je l'imaginais avec 100% de véracité par rapport à ce qu'ils m'ont raconté, et ensuite je leur ai soumis. Il y en a un sur 144 personnalités qui m'a dit ah non mais ça je l'ai pas dit. J'ai dit mais si tu l'as dit, tu l'assumes pas peut-être, mais tu l'as dit, j'ai la cassette. Ah oui d'accord, bah tu peux changer ça, etc. Autrement, les 143 autres, j'en ai pas changé une virgule. Des souvenirs, c'est quand même beau. Alors qu'il y a quand même, quand on voit les gens qu'il y a, certains un peu chiants entre guillemets qui ont participé, mais il n'y a pas eu la moindre réflexion. Exigeant. Voilà, un peu exigeant. Mais oui, mais tous en tout cas se sont tous prêtés au jeu à être bon cœur. Et pour finir sur la Fondation Claude Pompidou, le deuxième tome que j'ai fait en 2013, le Cherche Midi me dit oui, ça serait bien que t'en fasses un deuxième, nanana, parce que franchement le premier c'était super, etc. Bon, alors 72 autres personnalités, d'accord,
Donc en tout, les deux m'ont pris 7 ans, hein, quand même. 7 ans pour 72 autres. Au début, je me suis dit, ah bah attends, oui, bon, je vais refaire le tome 2, ça va être facile, tu penses bien. J'ai déjà le premier, maintenant je pourrais leur montrer, parce qu'au au début, je partais pour le premier d'une page blanche, et puis pour le... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça y est. Et pour le deuxième, je me suis dit, j'ai le premier à montrer, donc ils vont tous accepter sans aucun problème. Ça va être terrible. Eh ben non, c'est pas qu'ils ont pas accepté sans aucun problème, c'est qu'à chaque fois, ce que j'oubliais, c'est qu'il faut qu'ils trouvent le souvenir. Si demain je vous demande de me raconter un souvenir qui a marqué votre existence, que vous ayez envie de le diffuser, de partager, de partager publiquement, et publiquement, et que ça soit, ce souvenir soit assez majeur, et si je voulais pas qu'il me raconte qu'il était allé au marché et qu'il avait acheté des légumes, c'est des choses c'est le tourbillon de la vie à chaque fois, c'est du sens. Et j'ai une anecdote à raconter, j'en ai des milliers, parce que chaque fois, enfin pas des 144 donc. Et Johnny Hallyday ne trouvait pas son souvenir. Johnny qui est dans le deuxième livre de 2013, qui s'appelle Souvenir. Et donc il trouvait pas son souvenir. Alors je dis à André Boudou, à l'époque je connaissais Johnny, je l'avais interviewé des dizaines de fois pour la radio, la presse, etc. Mais là, bon, je sais qu'il avait apprécié le premier, parce qu'André me dit, mais oui, il est dans sa cuisine, il regarde souvent, il lit une des histoires parce que dans les livres, il y a Obispo, il y a Calogero, il y a Patricia Cass, il y a énormément de personnalités, donc chacun aimait bien lire en même temps, quand le premier est sorti, les souvenirs que racontaient les personnalités, les autres. Et donc, il n'arrivait pas à trouver son souvenir, et puis le temps avançait, parce que un livre, il y a un bouclage à un moment donné. Et je rappelle André Boudou, je lui dis, bon, il a trouvé, non, il n'arrive pas, écoute, je dis, Johnny, il n'arrive pas à trouver de souvenirs, après tout ce qu'il a vécu, c'est juste hallucinant, quoi. Bah non, il n'y arrive pas, attends, écoute, on va te rappeler, je dis, ouais, mais le temps presse. Et puis à un moment donné, je tombe sur une émission de télé, et là je le vois, avec cette croix qu'il avait autour du cou, depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on était en 2013, hein, donc en 2012, parce qu'en fait, le livre est sorti en 2013, donc ça devait être 6 mois ou 8 mois avant, le temps que tout ça se fasse, ou pas loin d'un an avant. Et donc je le vois avec cette croix, et je me dis, bah, tiens, ça serait génial qu'il me raconte l'histoire de cette croix, parce qu'il la quitte plus, il l'avait pas avant, et d'où est-ce qu'elle sort, etc. Et je rappelle André, et je lui dis, et Laetitia, je pense, à l'époque aussi, et je leur dis, mais tiens, dis donc, j'aimerais qu'il me raconte l'histoire de cette croix, et en même temps, bah, je suis sûr on aura quoi faire la photo, parce qu'il a toujours autour du cou. Et voilà, et donc Johnny m'a raconté l'histoire de cette croix incroyable, que je vous laisse découvrir dans le livre Souvenir, Cherche Midi. Et au moment de sa mort, on a beaucoup parlé de cette croix qui est maintenant autour du cou de Laetitia. Ah. Est-ce que tu soutiens d'autres associations, ou est-ce qu'il y a une association qui t'est chère? Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce deuxième livre Souvenir sorti en 2013, je l'ai fait pour la Fondation Claude Pompidou, du coup. J'ai changé. C'est ce qu'on avait compris. Voilà. Enfin, ouais, non, mais moi je l'avais pas dit. Je l'ai fait pour la Fondation Claude Pompidou, parce que je me suis dit, bah c'est bien de changer un peu, de changer un peu. Et puis j'avais rencontré des gens de la Fondation qui étaient très sympas. Et quand le livre est sorti, c'était tellement content qu'ils m'ont dit, bah écoute, ça nous ferait plaisir si tu pouvais prendre les rênes de la communication de la Fondation. Au début, ça devait être pour 6 mois, 1 an, et pour quelques missions, et ça a duré pas loin de 7 ans. Et donc, est-ce que je soutiens d'autres associations? Bien sûr, par la pensée déjà, ou par les faits. Tout ce qui est, je suis très impliqué dans l'écologie, dans l'écologie, pas l'écologie politique, hein, pas celle qu'on entend, parce que les arbres ne sont ni de droite ni de gauche, hein. C'est pas, on vote pas pour un arbre pour qu'il se fasse rallier par la gauche, la droite, ou le milieu, ou le centre. Non, c'est la véritable écologie. Je suis allé en Amazonie, je suis allé, voilà, donc je soutiens les gens qui n'ont pas d'arrière-pensée politique, dans l'écologie, et en tout cas, s'ils en ont, qu'ils les montrent pas d'une manière complètement stupide, où les gens ils votent pour l'écologie, et qu'ils se retrouvent après avec un parti ou un autre qu'ils n'ont pas choisi. C'est pas ça. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours de Nicolas Hulot, qui est d'ailleurs dans mon livre le premier, Souvenir pour mémoire, qui me raconte justement une anecdote qui est juste incroyable.
que je voulais absolument avoir. Je soutiens vraiment les gens qui sont des vrais lanceurs d'alerte, qui sont des gens qui j'étais encore à la fondation Good Planet Ah oui. de Yann Arthus Bertrand c'est un lieu magnifique, je vous invite justement à y aller le week-end. D'abord les films qu'il fait, après on n'aime pas Yann Arthus Bertrand, il est des fois décrié par certaines personnes de par son caractère, etc. Mais en tout cas, ce qu'il a réalisé avec la fondation Good Planet, certains de ses films qu'il a tournés dans le monde entier sont juste remarquables. Et voilà, donc effectivement, là j'y étais ce week-end, il y avait Greenpeace qui faisait aussi il y a Sea Shepherd, donc qui est une fondation avec le fameux corsaire. Sinon, as-tu des passions autres que ton métier? Oui, les voyages. Ça en fait partie, mais c'est vrai que tu as beaucoup voyagé à travers ton ancien métier, 80 pays. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, par plaisir aussi. Par plaisir, par plaisir, par envie de rencontrer des gens, de se faire une idée. Pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. T'as créé des liens durant tes ah oui, bien sûr, j'ai des pays où ses habitants forcément. Alors, le problème d'un pays, c'est que d'abord, moi, j'ai toujours cherché un endroit où je pourrais, pourquoi pas, habiter aussi, ou me dire tiens, j'aimerais partir dans cet endroit-là, si jamais. Et j'ai jamais trouvé le pays idéal. C'est-à-dire que je l'ai trouvé des fois d'une manière factuelle, c'est-à-dire pendant un moment. Mais quand je suis retourné dans le même pays 5-10 ans après, il ne ressemblait plus du tout à l'image que j'en avais, et il était devenu un petit peu comme il se ressemblait plus, quoi. Il était construit, je pense au Brésil que j'ai connu et notamment le nord-est, Fortaleza, Canoa Quebrada, Combuco, des endroits qui étaient magnifiques, c'était juste incroyable, c'était une douceur de vivre, les prix ça coûtait pas grand-chose, on mangeait pour rien, c'était une liberté totale, il faisait 30 degrés dans l'eau, 30 degrés dans l'air, et puis tu retournes maintenant là-bas, et comme beaucoup d'endroits dans le monde, c'est devenu juste pas possible, quoi. Ils ont construit n'importe où, ils ont construit des complexes, donc des endroits qui se ressemblent encore 10 ans après, il n'y en a plus beaucoup. C'est ça qui est fou. Et donc aujourd'hui, je sais plus où j'aurais envie d'habiter, quoi. Je sais plus où on peut se replier en se disant bah là, au moins à cet endroit-là, on connaîtra le bonheur total. Sinon, s'il y avait une personne, avec quelle personne aurais-tu aimé créer un lien ou avoir lié un, si tu devais avoir un dîner idéal, quelles seraient les personnes vivantes ou mortes avec qui tu souhaiterais convier, en fait, un lien sexuel aussi, c'est possible ou... Censuré. Marilyn Monroe, j'aurais adoré rencontrer Marilyn Monroe. Disons que j'ai eu la chance dans ma vie jusqu'à présent de rencontrer beaucoup de gens que je rêvais de rencontrer. C'est déjà au niveau des Français. J'ai rencontré énormément de personnalités françaises, quasiment tout le monde, les présidents, je les ai tous croisés à un moment donné, interviewés, croisés, toutes les personnes inspirantes, il y a toujours un moment donné où je les ai eus sur ma route. Et puis j'ai eu la chance quand j'étais sur RTL2 ou sur RTL ou à d'autres occasions de croiser beaucoup de personnalités, dont ça va de personnalités qui maintenant je me rends compte que des fois c'était des gens que j'estimais inspirants à l'époque, qui n'étaient pas du tout, ça m'a un peu trompé. Il y a des gens, j'ai eu la chance de rencontrer au niveau international et national des gens qui m'ont extrêmement marqué, Bill Clinton, Gorbatchev,
et toutes les grandes stars internationales du show business. J'ai croisé Michael Jackson, j'ai croisé toutes les grandes stars internationales que j'ai interviewées pour certains en one-on-one, comme on disait, c'est-à-dire tout seul face à eux, ou alors en petits groupes de 2-3 quand c'était des one-on-one qui étaient organisés par des attachés de presse de films, parce qu'en fait, quand RTL2 on était partenaire de tous les grands concerts, c'était la radio pop rock. Donc j'ai fait des directs sur scène avec des grandes stars internationales à Bercy avec le boss Bruce Springsteen, avec Charlie Spinteri de Texas en studio, et avec mon anglais vraiment assez pourri, je dois dire. Enfin, je me suis un peu amélioré depuis, mais à l'époque j'étais vraiment, heureusement que j'avais le sourire dans la voix, mais what's Charlie, what do you think about c'était juste incroyable. Juste avant le concert j'étais sur scène, il y avait des milliers de personnes dans la fosse, c'était avant le concert de Bruce Springsteen. Et j'avais établi la liaison, enfin, elle était en studio avec un autre journaliste, mais donc j'ai eu la chance d'interviewer les Tom Cruise, les DiCaprio, toutes les stars internationales du cinéma au moment où j'étais, parce qu'on était toujours partenaires, ou à un moment donné, donc tous les Français aussi, j'ai fait des one-on-one, et c'était pas souvent, avec Jean-Jacques Goldman, avec Cabrel. J'étais un des seuls journalistes à être 3 ou 4 années de suite sur Les Enfoirés, tout seul. Il y avait 2 journalistes à l'époque. Il y avait moi pour RTL2 si on était partenaire des Enfoirés, et il y avait TF1 parce que c'est eux qui rediffusaient. Et donc il y avait un journaliste de TF1, mais lui qui passait quelques heures. Moi je passais 3-4 jours avec eux, les jours de répétition plus le jour du spectacle. Et donc je me retrouvais une fois, je me rappelle, j'étais là à Tony Garnier à Lyon, où il y avait il y avait je sais pas, vous voyez Les Enfoirés, il y avait 70 stars. Et donc, ils se retrouvaient tous à la cantine, etc. Et j'invite un de mes amis, je demande à Véronique Colucci si je peux inviter un de mes potes qui habitait à Lyon, que j'avais pas vu depuis quelques temps. Elle me dit, bon, c'est exceptionnel, hein, d'accord, pour toi, d'accord, ok. Donc, il vient. Et là, il a halluciné parce que le midi, on a bouffé, on était les 2 seuls pas connus. C'est-à-dire qu'il y avait, on était 80 ou 80, et là, il y avait Patricia Cast, Zazie, Jean-Jacques Goldman, Cabrel, enfin non, je sais pas si Cabrel a déjà participé aux Enfoirés, je me rappelle plus, enfin il y avait Zidane qui était là ce jour-là, je me rappelle très bien, etc., et on était les 2 seuls pas connus. Et mon pote me dit c'est juste incroyable. J'ai dit ouais, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer tous les Français, je me rappelle que Laetitia Casta, au début de sa carrière, je l'avais interviewée, et après on est devenus un peu potes, et elle est venue bouffer avec moi à RTL, à la cantine d'RTL par exemple. Voilà, et puis on parlait du Festival de Cannes tout à l'heure, j'avais été aussi engagé par L'Oréal au Festival de Cannes pour interviewer donc il y avait Monique Lozesneuf qui avait une agence qui s'appelait HNK à l'époque, qui avait l'exclusivité sur les photos de tous les top modèles de L'Oréal pour L'Oréal, et elle m'avait confié les interviews. Et donc j'avais la chance d'interviewer pour L'Oréal, de faire l'interview qui allait avec la diffusion des photos mondiales. C'est pas moi qui faisais la traduction. Tu l'avais rencontré comment? Comment? Tu l'avais rencontré comment? Qui, Monique Lozesneuf? Oui. Par Valérie Calazel, qui travaillait avec elle et qui me connaissait chez Sigma. Et Monique, je l'ai rencontré comme ça, on a eu des liens très vraiment super top. Et donc elle m'avait confié Valérie et Monique m'avaient confié ces interviews, et donc j'interviewais pendant 3-4 jours toutes les top modèles de L'Oréal. Pour L'Oréal, donc c'était Andy McDowell, Laetitia Casta, Gong Li, enfin toutes celles qu'on a connues quoi. Noémie Lenoir, avec qui je suis resté assez pote, même à l'heure actuelle, et que j'ai interviewé alors qu'elle venait d'arriver dans les égéries de L'Oréal parce qu'elle le valait bien, et etc. Donc même à ce moment-là, j'avais la chance d'interviewer toutes les plus Claudia Schiffer, qui était encore égérie de L'Oréal. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un peu toutes ces filles, tous ces gens qui m'ont fait rêver, donc avec qui j'aimerais boire un verre, ou les gens inspirants quoi, les gens qui j'aimerais bien Paul Watson. Paul Watson, j'ai eu la chance de le rencontrer, il est venu déjeuner, je m'occupais du groupe Nice Matin au Festival de Cannes pendant 10 ans aussi, je faisais les déjeuners Nice Matin, et j'invitais pour le Nice Matin sur la plage du Majestic toutes les personnalités qui passaient à Cannes, et donc j'ai déjeuné avec lui, et il y avait son bateau dans la baie de Cannes, il est venu déjeuner, c'est son attaché de presse qui me l'a amené là, et il est venu déjeuner avec sa femme qui est magnifique, qui est une Russe,
une ukrainienne, enfin bref. Et c'est quelqu'un qui porte la gentillesse sur lui. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Voilà, donc et maintenant j'ai même rencontré Raoni, que j'admirais particulièrement. Aussi au Festival de Cannes, je trouve ça incroyable de rencontrer Raoni au Festival de Cannes, et c'est pourtant là que je l'ai rencontré, parce qu'il est passé au Festival de Cannes, et oui, les gens le savent pas forcément. Voilà, donc alors évidemment il y a toujours, mais j'aimerais rencontrer Mark Zuckerberg par exemple, pour lui dire peut-être des choses, pour discuter avec lui, ou Elon Musk, pour essayer de les faire un peu bifurquer de la folie qu'ils sont en train de créer sur Terre. Ou alors Jeff Bezos. J'aimerais interviewer ces gens-là pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre une fois que les caméras se sont éteintes. C'est-à-dire, j'aimerais savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Ça se fera peut-être un jour. Sinon, un titre de livre qui t'a marqué? L'étranger de Camus, j'ai lu quand j'avais 13 ans, je pense. C'était pas un livre pour quelqu'un de 12-13 ans, mais pourtant je sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin, je l'ai pas lâché. Je me rappelle, c'était Arcachon, dans la maison de vacances, et j'ai adoré ce bouquin, quoi. Comme j'ai aimé J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, L'écume des jours. J'ai pas énormément lu parce que, enfin, j'ai quand même lu, mais on peut pas dire que j'ai énormément lu, mais je pense que j'ai lu au bon moment les bons bouquins, quoi, qui m'ont un petit peu forgé le cerveau. Et je regrette là de voir les mômes ou les pas mômes, les ados, etc., ou même de 20 ans qui couvrent plus un seul bouquin. C'est fou, quoi. C'est fou. Bon, alors à côté de ça, ils sont au courant du dernier truc qui a été posté par machin sur TikTok ou je sais pas quoi. Mais il y a plus un seul. Alors c'est pas le vieux con qui parle. Hein. Je vais pas dire oui. Non, mais il y a des raisons qui font que certains livres sont encore là 300 ans plus tard. Oui. Il y a pas un contenu sur TikTok qui sera là dans 2 ans. On sait pas, on sait jamais. Je suis quand même. Si. Regardez le shampoing de machine d'Abila, c'est toujours là. On en parle toujours 5-10 ans après. Non, je plaisante. Mais on sait pas. Mais peu importe. Mais en tout cas, je pense que les livres. Moi, je suis très attaché aux livres. Quand je dis le livre, papier, c'est-à-dire que l'autre fois, j'étais dans un avion Vueling qui allait en Espagne, et les Espagnols se sont vraiment mis aux liseuses. Ouais. Vraiment, ils sont. Moi, je m'y suis mise aussi. Oui, mais moi, alors je sais ce qu'on me dit. Oui, mais quand tu pars à l'autre bout du monde, et c'est la vérité, t'as pas envie d'emmener 10 bouquins. Eh ben ouais, c'est vrai, peut-être, mais en tout cas, moi, je prends toujours un bouquin. Bon, j'ai pas la chance que les miens soient déjà en poche. Donc moi je pourrais mais et puis moi ce qui m'arrive souvent c'est d'écrire sur les bouquins, c'est-à-dire que j'écris sur les bouquins que j'emmène. Mais tu peux aussi avec la liseuse en fait mettre des annotations au niveau mais j'ai besoin prévu, hein. J'ai besoin du papier, du stylo, j'ai besoin. Et je prends des notes aussi sur mon téléphone, mais j'ai besoin de ça. Bon. J'ai besoin de tout ça parce que et je pense que les livres ça restera toujours effectivement si c'est tellement formateur, il y a tellement de choses à découvrir, il y a eu tellement de gens qui ont eu l'imagination, qui ont eu besoin de transmettre des choses, et ça reste, c'est juste incroyable. Y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé qui a changé ta façon de voir la vie? Ces derniers temps, liberté, ouais. C'est liberté de. Liberté de moi, de liberté, quoi, en fait. Tu veux dire le mot liberté? Oui, le mot liberté, ouais. Le mot liberté. Ouais, la statue de la liberté. J'habite pas très loin, justement, enfin, celle de Paris. D'accord. Il y en a une à Paris, pour ceux qui l'ignorent. Ouais. Et donc, au moment où tu t'aperçois que finalement, ce que tu croyais acquis depuis des dizaines et des dizaines d'années, n'est plus qu'une notion aléatoire, dans certains pays, je trouve que le mot liberté retrouve son sens plein. C'est-à-dire que finalement, tu t'aperçois que t'as beau la mémoire disparaît vite, y compris dans ce genre d'acquis qu'on croyait pour toujours. Sinon, ma cousine Cécilia Depardieu a lancé en fait une marque de bijoux qui s'appelle Ces Petits Liens. Et en fait,
compte tenu de la proximité avec le nom du podcast. Ces petits liens qui vous attachent ou ces petits liens qui vous rapprochent? Elle offre des petits bracelets et nous allons donc t'en remettre un après l'émission. Ah bah j'espère que ça sera pas un lien qui va m'attacher les mains, ça sera un lien affectif plutôt, c'est ça? C'est plutôt on peut voir ça comme ça. Ouais, j'espère, hein, c'est pas. Je veux pas que ça m'entrave les poignets. Je veux que ça m'aide à accrocher à quelqu'un qui a un autre bracelet. C'est pas une note, hein. Je te rassure. Et ben c'est super, merci, c'est très gentil à vous. Voilà. Merci à elle. Merci Cécilia Depardieu. Elle est de la famille de Gérard? Non, elle est de la famille de Delphine. De ma famille, c'est ma cousine et en fait, il y a l'orthographe est différente. Ah bah très bien. Ah d'accord, très bien. Merci d'être venu. Merci, j'ai essayé d'être franc. Hein, excusez-moi de pas toujours avoir la langue de bois sur des sujets qui sont un peu. Tu as le droit d'avoir espace ton de opinion. liberté, justement. Ça fait partie de mon quotient d'utilité. Hein. On est un espace de liberté. Tant mieux. Donc d'où le fait qu'on ne fasse pas de montage justement pour être tout le monde se sente libre de parler, d'échanger. D'accord. Merci à toute l'équipe de Brief pour le soutien backstage, à Michael Winter pour le générique de l'émission. Ah Michael, tu j'ai bien connu avec Coquille d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Non mais j'adore Michael, c'est un mec super. J'adore, je t'embrasse Michael. Bah nous aussi on l'embrasse fort. On t'embrasse Michael. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.